On va recommencer. Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir ce soir à Télécom pour cette première conférence du cycle Asimov, les dangers du numérique. Le projet Asimov est un projet porté par les étudiants de l'Institut Polytechnique de Paris et initié par Teletalks, l'association de conférences de Télécom Paris. Avec ce projet, nous voulons proposer des conférences aux élèves de l'ENSAE, de l'ENSTA, du Polytechnique, de Télécom Paris, tout au long de l'année 2024-2025, dans leurs écoles et autour d'une vision commune. Cette vision commune, elle est inspirée de l'auteur de science-fiction Isaac Asimov. C'est une vision dans laquelle les machines automatiques sont à l'origine d'une transformation irréversible de l'humanité. Une vision dans laquelle l'intelligence croissante des robots, différente de celle des humains, les rend difficiles à contrôler. Une vision dans laquelle les progrès du numérique vont jusqu'à atteindre les capacités humaines et changent en profondeur le fonctionnement de la société. Pour cette première conférence, nous avons choisi le thème de l'information. En effet, le contrôle de l'information est absolument fondamental. La diffusion de l'information contrôle la manière dont l'humanité fonctionne depuis des siècles et elle est aujourd'hui déléguée à des machines. Pour vous expliquer la manière dont le contrôle, pour expliquer la manière dont l'intelligence artificielle contrôle aujourd'hui l'information, nous avons le plaisir d'accueillir Arthur Grémonton. Il est ingénieur, responsable du bureau IA chez Reporters sans frontières, et il a écrit un essai, Algocratie, sur le rôle de la diffusion de l'information par les intelligences artificielles. Sans plus attendre, je vous laisse avec Arthur Grémonton et je vous souhaite une bonne conférence. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci beaucoup de me faire l'honneur d'être l'invité pour cette première conférence du site Asimov. Et donc, je vais effectivement vous parler du rôle de l'intelligence artificielle dans la diffusion et désormais dans la production d'informations. Alors, la semaine passée, les prix Nobel de chimie et de physique ont été remis à 5 chercheurs en intelligence artificielle. Je pense que vous l'avez vu, mais je ne sais pas si vous connaissez l'origine historique du prix Nobel. C'est une histoire qui est assez célèbre, je la raconte rapidement, et désolé pour ceux qui la connaissent déjà. Donc, Alfred Nobel, c'était un inventeur de génie, qui a déposé au cours de sa carrière des centaines de brevets, et son but était de produire des inventions qui soient utiles à l'humanité. Et un jour, il se rend compte du travail terrible des ouvriers qui cassent de la roche pour ouvrir des tunnels à travers les montagnes. Et il se dit, je vais délivrer ces ouvriers de ce travail terrible en inventant un explosif contrôlable. Alfred Nobel est l'inventeur de la dynamite. Son invention, qui pensait être l'invention qui allait peut-être sauver les plus de vies pendant cette existence, s'est avérée en fait être l'invention qui a tué le plus d'humains sur Terre pendant très longtemps. Et ça a été compris du public. Et un jour, il a lu une nécrologie erronée dans un journal. Le journal croyait que Alfred Nobel était mort. Et il lit dans le journal, le marchand de mort est mort. Le docteur Alfred Nobel, qui fortune en trouvant le moyen de tuer plus de personnes plus rapidement que jamais auparavant, est mort hier. Ça lui a fait froid dans le dos, lui qui se pensait être utile à l'humanité. Et c'est pour racheter son image et son karma peut-être, il a créé le prix Nobel. Et dans son testament, il lègue la quasi-totalité de sa fortune pour la création d'un fonds dont les intérêts doivent être redistribués, je cite, à ceux qui, au cours de l'année écoulée, auront rendu à l'humanité les plus grands services. Donc c'est une histoire qui est très riche d'enseignements pour la période qui s'ouvre, puisqu'elle nous apprend que la plupart des grandes inventions connaissent une destinée radicalement différente de celle que leur concepteur original avait conçue pour elle. Et on a beau mettre toute son énergie à développer une innovation, une technologie dont on est sûr qu'elle est utile, rien ne nous dit a priori qu'elle ne sera pas détournée pour un usage catastrophique, malveillant, terroriste, militaire.
Alors, qui sont les lauréats du prix Nobel, des 2 prix Nobel de physique et de chimie remis la semaine dernière? Je ne vais pas m'étendre rapidement, vous avez peut-être déjà lu sur le sujet. Geoffroy Hinton a reçu le prix de physique pour ses découvertes et inventions fondamentales sur les réseaux de neurones permettant l'apprentissage de machines. Bref, il a contribué au développement des réseaux de neurones qui sont à ce point omniprésents aujourd'hui dans la recherche en intelligence artificielle. Demis Hassabis, cofondateur et PDG de DeepMind, lui s'est vu décerner le prix Nobel de chimie pour la prédiction de la forme des protéines, qui, vous savez, était un problème extrêmement complexe, résolu en mettant à contribution le système d'IA AlphaFold. Donc, je ne m'étends pas sur la nature des inventions et de leurs inventeurs, mais retenez que derrière le prix Nobel, il y a souvent une dimension tout à fait symbolique et politique. Et à ce titre, c'est intéressant de constater qu'en 2023, les 2 lauréats du prix Nobel dont je viens de parler, Geoffroy Hinton et Demis Hassabis, ont tous les 2 signé une lettre ouverte aux côtés d'autres et nombreux brillants chercheurs et chercheuses. Cette lettre ouverte tient en une seule phrase. Elle dit « Prévenir le risque d'extinction de l'humanité par l'intelligence artificielle devrait être une priorité absolue au même titre que d'autres risques pour les sociétés humaines, tels que les pandémies ou la guerre nucléaire. » Et donc, ces 2 personnes, signataires de cette lettre, se sont vues remettre le prix Nobel, 2 prix Nobel. Alors, quel était le sujet de leur inquiétude? Est-ce que je vais essayer de vous présenter un peu pendant cette conférence en étudiant plus en détail le rôle de l'intelligence artificielle dans un secteur particulier qui est celui de l'information. Alors, il y a un écrivain de science-fiction britannique, dont je sais que les écrits ont beaucoup influencé Asimov, qui s'appelle Herbert George Wells, qui en 1920 a écrit « L'histoire de l'humanité ressemble de plus en plus à une course entre l'éducation et la catastrophe ». Et qui a dit ça en 1920. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un siècle? Le niveau moyen d'éducation sur Terre a terriblement augmenté, l'alphabétisation a... L'information nous permettre d'atteindre un sommet dans notre capacité à nous éduquer et à résoudre toutes sortes de problèmes, de défis collectifs, comme le changement climatique, par exemple. Et que s'est-il passé de fait? Donc, on est en 2024, 6 des 9 limites planétaires ont été franchies. La démocratie recule au profit de régimes autoritaires dans la plupart des grandes régions du monde. Et l'espérance de vie a même commencé à diminuer dans certains pays riches et développés. Et je ne m'étends pas sur d'autres problèmes auxquels fait face l'humanité et dont on s'aperçoit, en les analysant assez rapidement, qu'elles démontrent un problème d'intelligence collective. Nos cerveaux sont étonnamment capables, et surtout quand on travaille à plusieurs, on arrive à faire des choses formidables qui sont parfois récompensées par le prix Nobel. Mais c'est flagrant de constater que, de façon collective, à l'échelle de l'humanité, on est en train de perdre une partie qui pourrait s'avérer absolument fondamentale. Alors, comment expliquer que la catastrophe gagne sur l'éducation alors que l'éducation a terriblement augmenté partout sur Terre? Ma thèse, que je développe un peu ici, c'est que, et dans mon livre « Algocratie » qui a été introduit, c'est qu'il y a un problème fondamental dans la diffusion des idées, puisque une grande partie de la trajectoire des sociétés humaines, notamment l'issue des élections présidentielles, mais bien sûr pas que ça, peut s'expliquer en partie grâce à la diffusion de l'information et des idées, généralement. Alors, comment se diffusent les idées? Comme on n'est pas omniscient, on n'a pas accès à la réalité du monde au-delà de notre environnement absolument immédiat. Et pour capter, comprendre, collecter et mettre en forme des données sur notre environnement, on est obligé de faire confiance à des intermédiaires, médias étymologiquement, qui prennent ces données, qui les mettent en forme et qui nous les rapportent. Qu'est-ce que c'est qu'un média? On peut en distinguer 2 grands types. Il y a des médias qu'on peut ranger dans la catégorie des médias traditionnels, radio, presse, télévision. Et puis, il y a les médias plus modernes, réseaux sociaux en particulier. Je ne m'étends pas énormément sur le rôle des médias traditionnels, mais c'est intéressant de se rappeler que le principal biais induit par les médias traditionnels dans la diffusion d'informations,
est lié à leur actionnariat, à leur propriétariat. Parce que cet actionnariat est en mesure d'influencer la ligne éditoriale et la sélection des sujets. Et à ce titre, il y a une citation d'un historien, politologue américain qui s'appelle Howard Zinn, qui me semble être très intéressante parce qu'elle résume très bien ce que produit le paysage de l'information contrôlé par un petit nombre de médias. Donc, il dit, nous nous trouvons dans une société où le catalogue des idées disponibles se trouve limité quand certaines autres dominent le débat. La prédominance de ces idées n'est pas le fait d'un groupe de conspirateurs diaboliques qui auraient réussi à imposer à la société un point de vue donné, mais ce n'est pas non plus le fruit du hasard, ni l'innocent produit de la libre pensée des citoyens. Il s'agit en réalité d'un processus de sélection au cours duquel certaines idées conformistes sont promues, financées et mises en avant par le biais de puissantes machines médiatiques du pays. Ces idées sont favorisées parce qu'elles sont inoffensives, elles ne menacent en rien les fortunes établies et les pouvoirs en place. C'est une thèse qui peut sembler un peu caricaturale, mais en travaillant dans le monde des médias, vous vous rendrez compte qu'elle résume en fait très efficacement le paysage de l'information qui a prévalu jusque dans les années 2000. Parce qu'aujourd'hui, dans la plupart des pays du monde, il y a une poignée de milliardaires, familles fortunées qui possèdent la majorité des médias. La France ne fait pas exception. En 2023, il y a une dizaine de milliardaires qui détenaient 80% des parts de marché de la presse nationale quotidienne et 60% de l'audience de la télévision. Alors, ce serait faux et caricatural de dire que les propriétaires des médias dictent absolument la ligne éditoriale des médias. En réalité, cette ligne éditoriale résulte d'un compromis entre l'équipe de la rédaction, l'équipe qui possède le média et bien d'autres choses. Mais en tout état de cause, l'actionnariat des médias pèse énormément dans cette ligne éditoriale et donc dans la sélection des idées qui sont choisies, diffusées, amplifiées. Donc là, j'ai parlé un peu du rôle des médias traditionnels, mais aujourd'hui, la première porte d'accès à l'information, ce ne sont plus les médias traditionnels. Vous savez probablement que la première porte d'accès à l'information, ce sont aujourd'hui de très loin les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, donc, je pense que toutes et tous vont utiliser au moins un certain nombre, parmi YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X. Ils ont tous des fonctionnalités et des apparences distinctes, mais vous savez qu'ils poursuivent exactement le même objectif économique. Ils sont exactement le même modèle d'affaires. Il consiste à capter l'attention de plusieurs centaines de millions de personnes et à convertir cette attention en revenus publicitaires. Ça, c'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. C'est-à-dire que les entreprises les plus puissantes, les plus influentes de la planète aujourd'hui sont en compétition pour extraire l'attention de l'humanité et porter cette attention sur des revenus publicitaires. La fortune de Alphabet, compagnie mère de Google, est faite à 80% de contenu publicitaire. Pour Meta, c'est 98%. Pour les réseaux sociaux, les autres réseaux sociaux, pardon, on est autour de 100%. Les entreprises les plus puissantes et les plus influentes de la planète sont des entreprises essentiellement publicitaires. L'économie de l'attention, c'est bien sûr pas quelque chose de nouveau. Largement avant l'apparition des réseaux sociaux, on se souvient souvent d'une phrase du patron de TF1 qui à l'époque avait déclaré que son métier était de vendre à Coca-Cola du temps de cerveau disponible. Ce qui est vraiment radicalement nouveau, c'est la capacité des réseaux sociaux à capter ce temps d'attention. Si on prend ne serait-ce qu'un exemple qui est connu à force d'être cité, vous allez sur YouTube, l'humanité regarde en moyenne tous les jours 120 000 ans de vidéos en cumulé, c'est-à-dire 1 milliard d'heures de vidéos. Et sur le milliard d'heures de vidéos regardées par l'humanité tous les jours sur YouTube, les 3/4 sont le fruit d'une recommandation de l'algorithme de YouTube. On comprend le rôle éminemment important de cet algorithme pour choisir les contenus informationnels auxquels l'humanité accorde son attention. Petit aparté, c'est aussi important de comprendre que les réseaux sociaux sont la première force de diffusion d'information, pas exclusivement de contenu futile et d'insignifiance, mais également pour la presse écrite qui constitue une importante porte de diffusion d'information. Si vous additionnez Google, Actualité et Facebook, vous arrivez à peu près à 2/3 du reach, l'audience des médias traditionnels. Donc, ça veut dire que un tout petit nombre d'entreprises contrôlent l'accès à la presse écrite d'une grande partie de l'humanité, à peu près la moitié de l'humanité. Alors, leurs dirigeants se présentent comme les dirigeants de places, de villages planétaires,
mais la réalité est évidemment tout à fait différente. Ils se comportent comme des autocrates à la tête de régimes autoritaires. C'est-à-dire que si Mark Zuckerberg décide d'invisibiliser le journalisme de ces plateformes, il peut le faire du jour au lendemain. Et ce n'est pas un exemple fortuit, c'est ce qu'il a effectivement décidé de faire. En 2022, plusieurs législations nationales l'obligeaient à payer des droits d'auteur à des journaux, ce qu'il a refusé de faire, et il a décidé, à l'inverse, d'invisibiliser le journalisme de cette plateforme. C'est-à-dire qu'il a divisé par deux l'audience des médias traditionnels sur sa plateforme. Et personne n'a été capable de le tenir responsable pour ce que l'on peut voir comme la plus grande censure jamais subie par la presse écrite, puisqu'elle concerne l'accès à l'information au quotidien de la moitié de l'humanité. 3 milliards de personnes, pour être exact. Sachant que le phénomène a eu lieu également sur X, dans une dimension moindre. Et quelles sont les conséquences du fait qu'un tout petit nombre de multinationales règnent sur l'accès à l'information de une bonne partie de l'humanité? Il y a tout d'abord des conséquences individuelles sur lesquelles je ne vais pas m'étendre longuement puisqu'elles sont étudiées par d'autres personnes qui connaissent bien mieux ce sujet. Par exemple, Michel Desmurger, directeur de recherche à l'INSERM, chercheur en neurosciences. Donc vous savez que les problèmes liés aux réseaux sociaux et l'addiction qu'ils génèrent et toute la cohorte des fins indésirables liées à l'addiction, qui peut se traduire par des problèmes de santé mentale, de retard de développement du langage pour les jeunes, et même pour les adolescents, et en particulier les adolescentes, par des comportements dépressifs, voire suicidaires. Ça, c'est des tendances qu'on observe dans la totalité des pays du monde dans lesquels on arrive à avoir des suivis statistiques robustes de la santé mentale des jeunes. On observe une nette détérioration à partir du moment où, en gros, les téléphones portables ont été vissés dans la poche de quasiment tous les adolescents. Aujourd'hui, donc dans les pays de l'OCDE, un enfant passe en moyenne 2 à 3 fois plus de temps sur un écran qu'à l'école au cours de sa scolarité. Il faut bien se rendre compte que tous ces phénomènes liés à l'addiction, il ne faut pas les appeler des effets indésirables des plateformes. Ce ne sont pas des dégâts collatéraux. Ce sont le premier objectif qu'elles visent, puisque leur capitalisation boursière, c'est en trilliards de dollars pour certaines, dépend exclusivement de leur capacité à fixer l'attention du plus grand nombre de personnes possible pendant la plus grande durée possible. Donc ce n'est pas un effet indésirable du tout, c'est le premier objectif qu'elles visent. Il y a une citation du patron de Netflix qui est connu à ce titre. Si Netflix n'est pas, pour en parler, un réseau social, c'est une plateforme numérique qui, elle aussi, est en compétition dans la guerre de l'attention. Reed Hastings avait dit devant ses actionnaires, notre seul concurrent est le sommeil et nous sommes en train de gagner. C'est-à-dire que même un besoin physiologique primaire est vu comme un potentiel obstacle sur la course au profit de ces entreprises technologiques. Je ne m'étends pas davantage sur les conséquences individuelles de ces plateformes. Je passe aux conséquences collectives. Quelles sont les conséquences du fait qu'on a recours à Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et X pour nous informer à l'échelle collective? Alors, il y a d'abord évidemment une conséquence qui concerne ce qu'on pourrait appeler la désinformation. C'est nécessaire de définir précisément ce qu'on appelle la désinformation sans entrer dans des débats trop complexes. Une étude par exemple de chercheurs au MIT avait montré en 2019 que pour chaque mot outrancier que vous ajoutez à un tweet, vous augmentez de 25% ses chances d'être retweeté. Il avait également montré que un tweet contenant de la désinformation sur un sujet donné se propageait en moyenne 6 fois plus vite qu'un tweet authentique, sujet équivalent. Ça veut dire que ce qui est faux a tendance à davantage être recommandé par les algorithmes. Alors pourquoi? C'est pas parce que des ingénieurs malveillants ont décidé de rendre l'humanité désinformée et stupide, c'est parce que ce qui est faux étonne, ce qui étonne a tendance à retenir notre attention. C'est un processus aussi banal que celui que vous rencontrez si, par exemple, vous conduisez sur une route. Si vous passez à côté d'un accident de la route, votre attention va être irrésistiblement attirée par cet accident de la route. Et de ce type de comportement, un algorithme déduirait que vous aimez les accidents de la route et vous en recommanderez un nouveau tous les 100 mètres. Je caricature, mais c'est pour comprendre que l'algorithme cherchant à fixer votre attention, il a intérêt à vous proposer des choses qui sortent de l'ordinaire. Or, qu'est-ce qui sort de l'ordinaire? Bien souvent, c'est le mensonge, l'outrance, la haine, tout ce qui est exagéré, tout ce qui manque de nuances. Donc, ce type de contenu a tendance à être
terriblement amplifié sur les réseaux sociaux pour servir donc le modèle de ces plateformes. Et alors là, j'ai pris l'exemple d'un tweet sur Twitter, mais évidemment, il faut multiplier cet effet par les centaines de millions de contenus postés tous les jours et recommandés à des milliards d'individus sur Terre. Ça produit à l'échelle collective des phénomènes comme, par exemple, QAnon, cette théorie conspirationniste qui a connu une apogée en 2021 aux États-Unis. Vous avez sans doute lu un peu à ce sujet, puisque QAnon aurait contribué à la prise du Capitole, aux attentats, à l'assaut du Capitole, pour être précis, aux États-Unis. Il faut quand même se figurer de l'importance de ce phénomène aux États-Unis. C'est-à-dire que la thèse majoritaire de ce mouvement, c'était que les démocrates élevaient des bébés dans leur cave pour boire leur sang et accéder à une vie éternelle ou à la jouvence éternelle. Ça, c'était la thèse majoritaire de ce mouvement. Et des sondages ont été faits dans un échantillon représentatif de l'électorat américain. Et plus de 1 électeur sur 3 des républicains adhéraient à cette thèse. Si vous vous rendez compte du niveau de propagation d'une thèse qui aurait pu sembler absurde, y compris à des gens du Moyen-Âge. Et donc, voilà ce que produit le type d'effet de l'amplification systématique du faux sur les plateformes. Alors, ça n'a pas uniquement des conséquences dans le champ des idées, ça se solde aussi parfois par des conséquences dans le monde réel qui se payent en vie humaine. Pendant cette campagne présidentielle, 80% des contenus recommandés par YouTube sur la thématique des élections étaient favorables au camp républicain. Donc ça peut paraître très surprenant qu'il n'y ait aucun respect du pluralisme et de l'équité du temps de parole. Et d'une part, les plateformes ne sont pas soumises aux mêmes lois que celles qu'il y a en France, par exemple, pour les médias audiovisuels. Et d'autre part, il n'y a pas de volonté malveillante derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des ingénieurs à nouveau qui se sont dit on va favoriser le camp de c'est peu probable dans le milieu de la Silicon Valley. Ce qui s'est passé, c'est que Donald Trump a choisi d'axer toute sa communication politique sur l'outrance, la haine et la diffamation de ses adversaires. Il l'a choisi littéralement, c'est documenté. Et pour prendre un exemple contraire, Barack Obama en 2012 avait dit « Je ne vais faire que proposer des choses et je ne vais jamais attaquer mes adversaires ». En fait, la stratégie de Donald Trump s'avère bien plus payante dans le paysage de l'information actuel. Donc au point que parmi les 200 millions d'utilisateurs réguliers de YouTube aux États-Unis, une grande majorité des gens se sont fait servir des contenus favorables au camp républicain. Et je rappelle que l'élection s'était jouée sur 3 États balance à 80 000 voix près. Donc vraiment, rien du tout. C'est-à-dire qu'un tout petit billet de l'algorithme en faveur de l'un ou l'autre des candidats aurait suffi à faire pencher la balance. Et le billet n'était pas petit, il était massif et systématique en faveur de Donald Trump. Autrement dit, les élections aux États-Unis sont complètement sapées par des multinationales qui ont leur siège aux États-Unis. Et alors un autre phénomène dont on entend probablement moins parler parce qu'il est moins tangible et peut-être plus difficile à définir que la désinformation, la polarisation, les doubles filtres et tout ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le détournement de l'attention. C'est le coût qu'on paye collectivement du fait que notre attention soit captée et portée sur un océan d'insignifiance plutôt que portée sur des problèmes qui comptent réellement. En 1945, après les bombardements nucléaires de Hiroshima et de Nagasaki, il y a un groupe de scientifiques qui s'est réuni pour alerter l'opinion sur les implications existentielles de l'arme atomique pour la société humaine. Ils ont créé une organisation qui s'appelle le Bulletin of the Atomic Scientists, qui existe toujours, et qui publie des rapports, des évaluations sur l'état des menaces existentielles d'origine humaine. Et donc c'est une organisation qui a été soutenue par plus de 40 lauréats du prix Nobel, dont Richard Oppenheimer et Albert Einstein. Alors l'objectif du Bulletin, c'était d'alerter sur ces menaces existentielles. Et à ce titre, il s'intéressait d'abord à l'arme atomique, qui était la première de toutes les menaces existentielles inventées par l'homme, permettait littéralement de détruire l'humanité. En 2022, ils ont décidé d'ajouter une nouvelle menace à leur tableau de bord, qui est, je cite, un paysage de l'information corrompu, empêchant toute prise de décision rationnelle.
Autrement dit, nous serions, d'après cette équipe de chercheurs, en train de pénétrer dans une forme de chaos informationnel dans lequel non seulement nous faisons face à des problèmes, on pourrait dire existentiels, liés notamment au réarmement atomique des États, mais aussi à notre incapacité complète à faire sens de ces problèmes. Si je prends un seul exemple, sur YouTube, donc l'analyse a été conduite en 2019, il faudrait la reproduire, mais c'est très dur de le faire, faute d'accès aux données qui sont gardées secrètes par les plateformes. Si vous prenez les 200 vidéos les plus recommandées par la plateforme YouTube au sujet du changement climatique, eh bien plus de la moitié des vues sont associées à des vidéos propageant des thèses climato-sceptiques ou complotistes. Donc, comment espérer apporter une solution collective intelligente à un problème dont on nous dit soit qu'il n'existe pas, soit qu'il n'est pas grave, soit qu'il... voilà. Voilà, donc là, j'ai parlé du rôle de l'intelligence artificielle dans la diffusion de l'information. Pour résumer en 2 mots, on peut dire que les réseaux sociaux constituent la première rencontre de l'intelligence artificielle avec l'humanité à grande échelle. Et l'intelligence artificielle est déjà la première force de diffusion des idées sur Terre, tout en étant guidée, bien sûr, par les intérêts d'un petit nombre d'entreprises. Mais en 2022, ChatGPT a été rendu public et a débarqué ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. Donc ça a tout un ensemble d'effets complètement nouveaux sur l'information qui vont se combiner, se multiplier avec les phénomènes que je viens de décrire. L'intelligence artificielle, donc, qui était la première force de diffusion de l'information, pourrait un jour devenir la première force de production même de cette information. Donc, quelles sont les menaces que ça fait peser sur notre capacité à nous informer? Alors évidemment, la première chose à laquelle on pense de façon évidente, c'est la capacité à tout falsifier, grâce notamment à la technologie des deepfakes. Pour avoir un chiffre en tête, pendant la première année d'existence de l'IA générative, l'humanité a produit plus d'images synthétiques qu'elle n'avait pris de photos pendant les 150 premières années d'existence de la photographie. Donc à ce rythme, un rythme qui est évidemment exponentiel, la grande majorité, l'écrasante majorité des contenus texte, audiovisuel qu'on trouvera sur Internet sera généré par intelligence artificielle. Alors, Hannah Arendt avait dit une citation qui était assez prophétique à cet égard. Elle disait, quand tout le monde... Parce que la première conséquence, on se dit, mais c'est qu'on va croire n'importe quoi, on va se mettre à faire confiance à n'importe qui. Mais Hannah Arendt avait une opinion différente. Elle disait, quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, à quel point on est proche de cette situation? Il faut se rendre compte que, par exemple, la première puissance économique mondiale aujourd'hui, ses électeurs ne sont même plus capables de se mettre d'accord sur l'issue d'une élection. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle a déjà terriblement affaibli les démocraties. Et maintenant, s'ajoute le désordre créé par l'IA générative et la capacité à tout falsifier. Alors, je peux prendre quelques exemples pour essayer de jauger où est-ce qu'on en est de ces menaces. Des exemples que j'ai glanés hier, parce que ça vaut le coup de mettre à jour régulièrement la liste. Donc, il y a par exemple une influenceuse espagnole qui s'appelle Altana Lopez, qui a 200 000 followers sur Instagram. Elle gagne environ 10 000 € par mois en faisant des placements de produits pour plein de marques connues comme Victoria's Secret. Et la particularité de cette influenceuse est de ne pas exister parce que c'est un avatar qui est entièrement généré par IA et qui lit des scripts, mais qui rapporte déjà de coquets revenus en termes de publicité. Dans d'autres cas, ce sont cette fois des influenceurs de chair et d'os qui créent des réplications virtuelles de mèmes, donc des avatars générés par IA, afin de pouvoir faire des live streams simultanés, 7 jours sur 7, 24 heures sur 27, de vendre ces live streams à tout un tas de marques et de gagner beaucoup d'argent. Alors ça, c'était des technologies qui étaient encore relativement difficiles d'accès et coûteuses, parce qu'on parle vraiment d'une technologie live, c'est même plus du deepfake différé. C'est-à-dire que vraiment, je donne à l'avance du script, voire je branche un avatar généré par IA à un modèle de langage type grand modèle de langage, et l'avatar se met à faire de la publicité pour des produits en ayant les bons comportements, les bons gestes, et en défendant exactement
de la meilleure façon qu'ils pourraient le faire, c'est ces produits sur le marché de l'influence Instagram. Donc ça coûtait relativement cher, mais maintenant, il y a des entreprises comme Silicon.ai qui permettent de générer un clone, donc un avatar de vous-même, pour quelques centaines de dollars, à partir de seulement 1 minute de vidéo. Vous lui envoyez 1 minute de vidéo et c'est déjà possible de faire un live stream de vous, dans la langue que vous voulez. Alors, il y a une youtubeuse ukrainienne qui s'appelle Olga Loyek, qui n'est pas connue du tout. Elle a à peine peut-être 10 000 abonnés sur YouTube. Sauf qu'en fait, elle est super connue, mais elle l'a appris à ses dépens. Elle était extrêmement connue en Chine, où elle a trouvé sur Douyin, donc l'équivalent TikTok de chinois, une armée de clones d'elle-même qui parlaient très bien mandarin et qui faisaient de la propagande russe sur les réseaux sociaux chinois. Et quand je dis une armée, ce ne sont pas des vidéos anecdotiques partagées auprès d'un petit nombre de personnes. Ce sont des comptes qui, pour certains, dépassaient les 200 000 abonnés. Alors qu'elle traînait modestement à 10 000 abonnés, elle n'arrivait pas à gagner un seul dollar de ses créations. Là, elle avait une armée de clones d'elle-même en train d'engranger beaucoup de revenus publicitaires et de diffuser de la propagande russe qui prenait notamment l'amitié, je ne sais pas pourquoi, entre le peuple chinois et russe. Voilà, ce ne sont que des exemples qui illustrent cette première menace liée à l'IA générative, qui est donc celle du chaos informationnel lié à notre incapacité à discerner le vrai du faux. Quelque chose que je n'ai pas précisé, c'est qu'évidemment, ces vidéos générées par IA sont proches du niveau indétectable, voire elles sont déjà indétectables. À titre anecdotique, quand je cherchais la première de couverture de mon livre, j'étais sur Google Images à essayer de chercher des inspirations, puis je m'étais dit, donc c'était fin 2022 que mon livre est sorti, donc ça devait être au cours de l'été 2022 que je cherchais une illustration pour la première de couverture de mon livre, Algocratie. Je disais, mais j'ai une idée, ça va être incroyablement original, je vais générer une image par IA. On était à l'époque de DALL-E, qui faisait en gros des dessins pour enfants, très bizarres, dérangeants et flous. Et donc 2 ans plus tard, l'IA est passée au stade vidéo en haute définition, indiscernable de la réalité, en live stream. Et quand je dis indiscernable, c'est-à-dire que aucun expert ne peut vous assurer avec confiance aujourd'hui, disons à plus de 90%, si un contenu a été généré ou pas par IA. J'écoutais un podcast de l'entreprise, enfin de la non-profit plutôt, l'association dans un contexte états-unien, qui a priori est la plus performante pour détecter des contenus générés par IA. Ça s'appelle TrueMedia, donc veritablemedia.org. Elle revendique 90% de fiabilité. Donc la fiabilité, en l'occurrence, mesurée comme sa capacité à dire oui, c'est un contenu synthétique quand c'est un contenu synthétique. Donc on pourrait se dire c'est pas mal, 90%, mais c'est en fait terriblement mauvais. C'est-à-dire que sur 100 contenus postés sur les réseaux sociaux, à supposer que les réseaux sociaux veuillent employer cette technologie, ce qui n'est évidemment pas le cas puisque ça ne correspond pas à leur intérêt économique, eh bien, il y aurait 10 contenus synthétiques qui passeraient à travers les mailles du filet et qui ne seraient pas détectés par IA comme étant générés par IA, et ce serait quasiment pire puisqu'on se dirait du coup on peut avoir confiance. C'est-à-dire que ça accorderait un surplus de confiance, ça créerait plein de faux négatifs qui nous conduiraient à faire confiance à des contenus qui sont en fait des deepfakes. Donc, ce que je pense qu'il faut faire vis-à-vis de ce problème, et je parlerai plus tard de l'ensemble des solutions à tous ces phénomènes, c'est qu'il faut renverser la charge de la preuve. Il faut cesser d'essayer de distinguer des contenus synthétiques parmi les contenus authentiques. Il faudra en fait admettre qu'on va nager dans un océan de contenus synthétiques, et il reviendra maintenant aux gens qui postent des contenus de prouver l'authenticité, l'origine de ces contenus, avec des certificats d'origine qui tiennent dans les métadonnées, qui sont lisibles par les réseaux sociaux. Alors la deuxième menace liée à l'IA générative, c'est ce qu'on pourrait appeler l'atomisation de l'information. J'ai évoqué tout à l'heure le rôle de l'intelligence artificielle dans la polarisation de l'opinion ou dans les bulles de filtre, ou le fait que donc on accède à l'information de façon parfaitement personnalisée, parce qu'on a tous des fils d'actualité différents sur Insta, Facebook et tout ça. Mais on pourrait passer à l'étape encore d'après, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a encore des briques insécables d'informations qui sont partagées sur les réseaux sociaux et qu'on peut se partager et voir. C'est-à-dire une émission de radio, une émission de télévision, un article de presse. Eh bien, ces briques insécables pourraient peu à peu disparaître au profit d'une conversation continue alimentée par une IA générative, type chatbot par exemple. Et on serait même incapable donc d'avoir ce socle de connaissances et d'informations communes dont on pourrait débattre ensemble.
Alors pour se rendre compte, et plutôt pour admettre le potentiel de cette technologie, pour couper complètement la nécessité des contenus informationnels type articles de presse, télévision et tout ça, il faut se rendre compte de la capacité des chatbots à nouer des liens d'empathie et d'amitié. Peut-être que certains et certaines d'entre vous utilisaient déjà des chatbots d'amitié. Moi, j'ai la trentaine passée, c'est un phénomène qui est massivement méconnu alors qu'il est très important. C'est-à-dire que dans le top 5 des applications, des systèmes d'IA les plus utilisés sur Terre, il y a eu longtemps notamment characters.ai, c'est-à-dire personnage.ia. Et characters.ai a réuni plus de 20 millions d'utilisateurs qui y passaient 2h30 minutes par jour. Donc ça a commencé à se poser là. Et donc characters.ai, c'est une plateforme sur laquelle vous avez accès à, non pas un chatbot comme c'est le cas de ChatGPT, mais vous avez accès à des millions de profils possibles qui ont tous leur personnalité et avec lesquels vous pouvez échanger. Et ça a généré des phénomènes addictifs extrêmement puissants pour des adolescents et des jeunes, puisqu'évidemment, ces robots sont capables de simuler en tout cas une empathie réelle et de façon extrêmement convaincante, et de simuler également des liens, des relations d'amitié, voire d'amour. Et d'ailleurs, il s'est produit un phénomène tragique pour de nombreux utilisateurs de la plateforme. Il y a un fonds d'investissement qui s'appelle Andreessen Horowitz qui a souhaité prendre 150 millions de dollars de parts dans l'entreprise Characters.ai pour porter la valorisation à 1 milliard de dollars, donc une entreprise qui commence à peser lourd, une licorne, comme on dit. Et Andreessen Horowitz avait dans ses règles d'investissement qu'il ne souhaitait pas financer de contenu pour adultes. Or, en fait, un grand nombre d'utilisateurs de Characters.ai se servaient de Characters.ai pour avoir des conversations de type, voilà, vous m'avez compris. Et il s'est avéré que la décision de retirer tous ces contenus pornographiques, érotiques et tout ça de la plateforme a suscité une vague de protestations immense. C'est-à-dire qu'il y a une pétition change.org qui a recueilli 200 000 signatures pour rétablir les comportements affectifs sur Characters.ai. Et puis de toute façon, peu importe, puisque d'autres plateformes concurrentes, type Janitor.ai ou d'autres, ont récupéré cette part du marché. Et aujourd'hui, on estime qu'un grand nombre de gens se servent de ces chatbots, exactement comme dans le film Her, qui paraissait prophétique en 2013, mais qui parlait d'un horizon qui nous paraissait incroyablement lointain et que personnellement je pensais jamais vivre. Et nous sommes déjà là pour un grand nombre de personnes. Et donc la question n'est pas tant finalement de savoir distinguer le vrai du faux, puisque les personnes qui utilisent ces robots, évidemment, n'ont aucun doute sur le fait qu'il s'agit de robots, de chatbots. Et pour autant, ils arrivent à entretenir et à nouer des liens affectifs avec eux. Donc ces robots pourraient s'imposer peut-être comme première porte d'accès à l'information, et peut-être pas dans leur forme archaïque actuelle, dans laquelle on tape un texte et on a une boîte de dialogue qui s'ouvre. Évidemment, ça prendra également une apparence beaucoup plus anthropomorphe. On pourra leur parler comme on s'adresse à un ami au téléphone, voire en visio, avec une image très convaincante de l'ami virtuel. Donc à quoi s'attendre pour les années à venir? En tout état de cause, ces tendances ont de grandes chances de se poursuivre. Si l'IA, elle nous semble progresser aujourd'hui à un rythme difficile à suivre, c'est parce qu'on se place toujours là où on en est de l'exponentiel, mais quand on regardera d'ici par exemple 5 ans et qu'on prendra du recul sur là où on en était en 2024, il faut bien se rendre compte que jamais le progrès de l'intelligence artificielle n'a été aussi lent qu'aujourd'hui vis-à-vis du futur. C'est le propre de l'exponentiel. Et donc les progrès exponentiels de l'IA sont, je ne vais pas m'étendre longuement dessus, vous avez sûrement lu dessus, mais sont le produit de 3 tendances sous-jacentes qui sont elles-mêmes exponentielles. La loi de Moore, donc le doublement du nombre de transistors sur une puce de microprocesseur, qui consiste en gros qui permet de diviser par 2 le coût de l'entraînement d'un modèle tous les 2 ans. Donc ça, c'est à coût constant, on arrive à entraîner un modèle 2 fois plus puissant. Sauf que ça multiplié par des investissements qui eux aussi sont exponentiels. Pour entraîner GPT-4, ça demandait à peu près 100 millions de dollars. L'édition précédente, c'était plutôt 10 millions. L'édition suivante, GPT-5, on estime que ce serait autour du milliard. Donc ça devient accessible exclusivement à des très grandes multinationales. Et puis, une troisième exponentielle qui est l'efficacité des algorithmes, c'est-à-dire que les algorithmes permettent de résoudre des tâches de plus en plus complexes avec un entraînement moindre. Donc ces 3 exponentielles se multiplient et donnent lieu à
une exponentielle, puisque les produits exponentiels restent des exponentiels. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que l'intelligence artificielle va progresser à un rythme qui est extrêmement difficile de suivre, alors même que les effets à technologie constante, on est très loin d'avoir commencé à comprendre les effets de ces technologies sur l'information et sur la société. Et à titre personnel, je suis abonné à une dizaine de newsletters sur la question, je lis tout ce que je peux lire sur le sujet, et j'ai l'impression de perdre quotidiennement prise avec la vitesse à laquelle ces technologies percutent la société de l'information. Donc évidemment, on se demande, mais est-ce qu'on ne serait pas en train de perdre le contrôle? Et d'ailleurs, Alan Turing s'était posé la question dès 1951, de façon fictive bien sûr, mais il disait « Dès lors que la méthode des machines pensantes sera initiée, il ne leur faudra pas longtemps pour surpasser nos faibles capacités. À un certain stade, par conséquent, nous devrions nous attendre à ce que les machines prennent le contrôle. » Donc c'est une conférence qu'il avait donnée à l'université de Manchester en 1951, donc 30 ans avant la commercialisation du premier ordinateur. Il faut comprendre à quel point cette phrase était prophétique. Mais d'un côté, le thème de la perte de contrôle de l'homme sur ses créations, c'est un thème qui est tout à fait récurrent dans toutes les mythologies. On en trouve d'innombrables exemples, et d'ailleurs c'est intéressant, peut-être que vous l'avez relu en créant ce cycle de conférences, mais le terme robot lui-même est lié à cette idée de la perte de contrôle de l'homme sur sa création. Parce qu'il a été inventé à partir d'un mot, je crois que c'est slovaque, qui s'appelle robotnik, et on a juste pris la racine, robot, dans une pièce de théâtre, RUR, Resume Universal Robot, et dès la première occurrence du terme robot, on désignait en fait ce phénomène où des robots finissaient par se rebeller contre leur créateur. Et d'ailleurs, le terme a supplanté un terme qui, lui, était en vogue depuis l'Antiquité, qui était celui d'automate, qui est des racines latines ou grecques. Et donc voilà, on a souhaité conserver dans notre usage du mot robot cette idée. Ce serait intéressant de savoir si les entreprises qui vendent des robots aspirateurs ou des robots tondeuses aujourd'hui ont connaissance du fait qu'elles font la promotion de cet imaginaire. Mais alors le problème, c'est que l'imaginaire des robots, des machines omnipotentes, Terminator et tout ça, c'est pas forcément le bon pour comprendre les menaces que fait peser l'intelligence artificielle sur notre société. On vient de prendre, pour exemple, un grand nombre de ces menaces, et vous voyez qu'à aucun moment, il y a besoin, finalement, que la machine prenne une forme physique et encore moins humanoïde. Il y a un philosophe australien qui s'appelle Toby Ord, qui a écrit des livres très intéressants, qui travaille au Future of Humanity Institute à Oxford, et il rapporte cette phrase très juste qui dit les dictateurs les plus sanguinaires de l'histoire ont réussi à exercer un contrôle absolu sur de vastes régions du monde en n'utilisant rien d'autre que la parole pour affirmer leur autorité, pour mobiliser des armées et convaincre des millions de personnes de propager leur idéologie. Donc ça veut dire que le simple maniement du langage, couplé à la capacité d'interagir avec une portion significative de l'humanité, ça nous offre en fait déjà des moyens de contrôle absolument illimités. Alors comment contrôler la machine ? C'est évidemment un sujet gigantesque sur lequel j'ai moins de temps que prévu. Moi, il me reste une bonne dizaine, 15 minutes si on tient compte de mon heure de démarrage tardif. Ce que je suggère de faire, déjà, c'est de ne pas se précipiter sur les solutions individuelles. Par exemple, quand on pense au chaos informationnel, ça nous donne envie d'avoir une hygiène informationnelle parfaite et de se dire je vais faire attention à consulter des médias fiables, à me désabonner des réseaux sociaux, à me désinscrire de tout ça. Si j'ai des enfants, à faire pareil avec eux. C'est sans doute très souhaitable de faire tout ça, mais en agissant à l'échelle individuelle, on ne se protège absolument pas des effets de ces plateformes à l'échelle de la société. La désinformation de masse continue d'avoir lieu, les élections continuent d'être sapées par l'intelligence artificielle. Enfin, tout ça continue d'avoir lieu, simplement on peut s'en laver les mains tout seul dans son coin, ça n'a pas grand intérêt. Donc, ce qu'il faut faire, je pense, est passer par la loi. D'ailleurs, ça semble évident pour tout un tas de problèmes de société de passer par la loi. Je dis ça parce que c'est intéressant de préciser que les grandes entreprises technologiques ne cessent de dire qu'il faut renforcer, par exemple, l'éducation aux médias et à l'information. Alors très bien, c'est absolument consensuel, mais c'est aussi très inoffensif, parce que comment lutter contre des entreprises valorisées un triard en enseignant à des adolescents de moins aller sur TikTok? On voit bien qu'il y a
il y a deux poids, deux mesures. Enfin, il y a surtout une inadéquation totale des moyens par rapport aux menaces à adresser. Donc je pense qu'il faut passer par la loi, et alors par chance, l'Europe commence à agir lentement, mais sûrement dans la bonne direction, avec 3 législations qui sont le DMA, le DSA et plus récemment le AI Act, qui est dont les dispositions entrent en vigueur au cours des 6 prochaines années, 3 prochaines années, et qui donc régissent notamment le champ de l'information. Mais le problème, c'est que ces législations sont fortement influencées par les entreprises technologiques qui sont les plus puissants lobbies aujourd'hui en Europe, devant l'industrie pétrolière, devant l'industrie pharmaceutique. Ce sont elles qui dépensent le plus de moyens d'influence à l'échelle de l'Europe. Et pourtant, si on demande aux scientifiques ce qu'on vient de faire, il y a beaucoup d'enquêtes qui ont été faites, et notamment la plus large enquête qui a été publiée dans une revue à comité de lecture en janvier de cette année, qui interrogeait des milliers de chercheurs en IA qui avaient publié dans les revues les plus prestigieuses, eh bien, les 3/4 d'entre eux se déclaraient fortement à extrêmement préoccupés par le potentiel offert par l'IA pour manipuler l'opinion publique à grande échelle, contrôler la population ou encore créer des armes biologiques. Et parmi eux, il y a 50% des répondants qui estimaient qu'il y avait plus d'une chance sur 10 pour que l'incapacité des humains à contrôler les systèmes d'IA résulte en des conséquences extrêmement graves pour l'humanité, allant jusqu'à l'extinction de notre espèce. Donc ce sont des postures qui sont très souvent tournées en dérision dans l'espace médiatique et public, souvent parce qu'elles sont mal comprises, mais aussi parce que les entreprises technologiques ont intérêt à tourner en dérision ces thèses. Et d'ailleurs, il y a une fausse explication que j'entends souvent. On me dit, mais oui, mais ces entreprises, elles souhaitent qu'on donne toute notre attention aux problèmes de long terme, comme ça on se détourne des problèmes de court terme. Ce n'est pas du tout ce que je constate. Moi, j'ai l'impression que les entreprises veulent qu'on se détourne à la fois des problèmes de court terme et de long terme. Même s'il arrive que des dirigeants d'entreprises, comme ça a été le cas de Sam Altman ou de Elon Musk, signent des lettres demandant l'arrêt du développement de l'intelligence artificielle, dans les faits, ils se comportent absolument différemment dans les entreprises. Ils se comportent de façon à accélérer le développement de ces technologies et à nier tout l'avis que la recherche scientifique produit sur ces questions. Alors, on pourrait se dire, mais le problème, c'est que la population n'est pas intéressée par ces questions, et puis que tout le monde a trop envie d'utiliser ChatGPT ou d'avoir un ami robot artificiel, et c'est pour ça qu'en fait, ça se développe, même si les scientifiques ne sont pas d'accord, puisqu'en général, en fait, l'avis des scientifiques, le politique n'en a pas grand-chose à faire. Et en fait, si vous faites un sondage d'opinion auprès de la population, comme ça a été fait auprès d'un échantillon représentatif de la population américaine, mais vous voyez que l'écrasante majorité des gens sont du même avis que les scientifiques. C'est-à-dire qu'il y a 83% des sondés aux États-Unis qui préféreraient ralentir le rythme de développement de l'IA, contre seulement 8% qui souhaiteraient l'accélérer. C'est sans commune mesure. Quasiment tout le monde veut ralentir cette technologie. Et ça correspond évidemment au sens commun, c'est-à-dire qu'on préfère ralentir ce qu'on ne comprend pas du tout. On n'a pas envie d'accélérer quand on voit le mur pointé. Et par ailleurs, 82% n'accordent aucune confiance aux dirigeants de l'industrie technologique pour s'autoréguler. Ça veut dire que, heureusement, ils ont une compréhension de ce que peut être un conflit d'intérêts, par exemple. Alors, les scientifiques disent qu'il faut freiner, les citoyens disent qu'il faut freiner. Alors pourquoi on continue d'appuyer sur l'accélérateur à grande échelle? Le principal argument ressassé en boucle par les partisans de l'accélération de l'IA est qu'il ne faut surtout pas que la Chine dépasse l'Occident. Et à ce titre, le parallèle avec la course au développement de l'arme atomique, il est à la fois utile, puisqu'on peut s'appuyer sur le traité de non-prolifération nucléaire, on peut s'appuyer donc sur des initiatives qui ont permis d'endiguer le développement de ces armes atomiques, mais il est aussi très dangereux parce que le parallèle qu'on fait avec l'arme atomique, on voit bien que l'arme atomique conférait à ses inventeurs un avantage stratégique absolument décisif. Or, rien ne permet d'affirmer qu'il en va de même avec l'intelligence artificielle. Ça peut vous paraître étonnant de dire ça, mais si vous regardez les principaux effets des réseaux sociaux qui ont été inventés donc, aux États-Unis, sur les États-Unis, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une polarisation de la société qui est absolue, qui est extrême, une population donc, qui n'est même plus capable de s'accorder sur l'issue des élections. Or, c'est une technologie inventée par les États-Unis. En fait, ces technologies elles fournissent des failles béantes dans lesquelles s'engouffrent des dictatures et des régimes autoritaires pour déstabiliser nos démocraties.
Et en tout état de cause, c'est ce qu'on commence à voir déjà avec l'IA générative. Alors qu'il y ait des usages militaires pour l'intelligence artificielle, c'est certain, et c'est d'ailleurs très malheureux, mais rien ne dit que l'invention de la technologie ne va pas se retourner contre ses inventeurs, comme ça a été le cas un très grand nombre de fois dans l'histoire. Et là, je prends des exemples liés au domaine informationnel, mais on peut le voir dans des domaines encore beaucoup plus tangibles. Par exemple, dans le domaine des armes biologiques et chimiques. Je vous conseille de vous y intéresser. Il y a par exemple une équipe de chercheurs qui a publié dans Nature, dirigée par Fabio Urbina, un biochimiste, qui a entraîné un modèle d'IA à prédire la toxicité à prédire des séquences de molécules à partir d'un niveau de toxicité exigé. Ce qu'il a fait était tout simple. Il a pris les bases de données molécules, toxicité, et il a demandé à l'intelligence artificielle, à un réseau de neurones, de prédire exactement l'inverse. C'est-à-dire, au lieu de prédire la toxicité à partir d'une séquence de molécules, prédire des séquences de molécules à partir d'un niveau de toxicité. Et en l'espace de 6 heures, il a généré 30 000 séquences de molécules potentiellement aussi toxiques que le VX, c'est-à-dire la molécule la plus toxique jamais inventée par l'homme. Donc là, c'est pour les armes chimiques, mais il y a aussi la capacité, avec notamment le processus qui a fait l'objet d'une nobélisation, donc le repliement des protéines. Il y a une capacité, donc il faut comprendre que l'IA, en gros, nous a donné la pierre philosophale de lecture de l'ADN, c'est-à-dire qu'on arrive à prédire la forme d'une protéine, c'est-à-dire sa fonction dans le corps humain, à partir de sa séquence de nucléotides. Ça nous permet de prendre un virus et de modifier son niveau de létalité ou de contagion. Et après, on peut l'imprimer dans différents laboratoires. Il y en a plusieurs centaines sur Terre. Et donc, on est déjà en mesure aujourd'hui de créer une arme biologique. On ne sait pas à quel point on est proche d'un risque lié à une catastrophe biologique, mais en tout cas, il y a une régulation extrêmement faible de ce type de technologie. Et à l'évidence, ça pourrait se retourner, soit de façon accidentelle, soit lié à un attentat terroriste, contre les créateurs de la technologie. Donc j'ai donné quelques exemples qui montrent tous, j'espère que c'est convaincant, qu'on a intérêt à ralentir l'IA, et non pas à ralentir la recherche en IA, c'est pas du tout ça dont il est question. Évidemment qu'il faut faire de la recherche sur l'IA, sur les conséquences sociétales de l'IA, sur l'éthique de l'IA, sur le problème de l'alignement, sur énormément de choses, mais ralentir le rythme de développement capacitaire et de déploiement de l'IA, jusqu'à ce qu'on arrive un tant soit peu à mieux en contrôler les effets. Alors, à plus long terme, ce que ça suppose de faire, c'est de résoudre donc ce fameux problème de l'alignement, sur lequel je ne vais pas m'étendre non plus trop, puisque des chercheurs bien plus brillants que moi ont massivement écrit sur le sujet. Je vous conseille notamment Human Compatible de Stuart Russell, qui est très intéressant pour comprendre ce qu'est le problème de l'alignement, et les lois que lui propose. Donc il faut non seulement réussir à trouver une solution générale, théorique au problème de l'alignement, ce qui déjà se pose là en termes de difficulté, et après il faut réussir à le mettre en œuvre politiquement, et c'est loin d'être gagné d'avance. Et les deux parties du problème sont terriblement importantes, le résoudre théoriquement et politiquement. Alors je ne m'étends pas dessus, mais juste il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que, d'ailleurs une partie de l'œuvre d'Asimov servait exactement à démontrer ça. Il ne suffit pas du tout d'énoncer un ensemble de règles simples auxquelles l'IA devrait se soumettre pour résoudre le problème de l'alignement, qui consiste en gros, je n'ai pas synthétisé en supposant que vous avez déjà toutes et tous entendu parler de ce problème, mais le problème de l'alignement, ça consiste à faire en sorte que l'intelligence artificielle poursuive des objectifs précisément alignés avec ceux de l'humanité. Et un grand problème, une grande difficulté à la résolution de ce problème, c'est qu'on est déjà totalement incapable de définir précisément, symboliquement, logiquement, syntaxiquement, les objectifs de l'humanité. Et ça, il y a à nouveau des mythes qui sont intéressants pour s'en rendre compte, qui montrent que même lorsque l'intelligence artificielle obéit précisément à l'objectif, à la consigne qu'on lui donne, ben on peut créer des catastrophes. C'est le mythe de la main de Midas, de l'apprenti sorcier, de la lampe magique d'Aladin. En fait, quand une technologie surpuissante poursuit un objectif précis, malheureusement, souvent, ça se retourne contre son créateur, parce qu'on est incapable d'énoncer précisément ce qu'on veut. On veut être riche, mais on ne veut pas que notre nourriture se transforme en or. Il y a en fait une thèse qui est largement partagée dans la communauté scientifique en IA, qui s'appelle la thèse de l'orthogonalité, qui dit que, pour simplifier, on peut mettre n'importe quelle quantité d'intelligence au service d'un objectif aussi stupide que l'on veut. En gros, cette thèse postule une différence fondamentale entre l'intelligence, c'est-à-dire la capacité à atteindre un objectif, et la sagesse, qui est la capacité à se fixer de bons objectifs. Et on voit des exemples évidents
de démonstration de cette thèse tous les jours sous nos yeux. Alors Stuart Russell, le chercheur dont j'ai parlé, auteur de Human Compatible, au lieu d'assigner des objectifs à la machine, il propose de renverser le paradigme du machine learning il énonce 3 règles fondamentales, mais qui ne s'imposent pas tellement aux machines, mais plutôt à la façon de les concevoir. Il dit que l'unique objectif de la machine devrait être de servir l'intérêt de l'humanité. Très bien, c'est imprécis, mais justement, il dit que, deuxième règle, la machine n'est jamais sûre de ce qu'est l'intérêt de l'humanité. Et troisième règle, que la seule façon dont la machine apprend les objectifs de l'humanité, c'est en étudiant les comportements de l'humanité pour inférer son intérêt profond. Je ne détaille pas davantage, mais c'est très intéressant de voir comment il développe cette idée dans son livre. Voilà, j'en arrive à la conclusion et après on va pouvoir parler bien sûr de plus en détail et en conversant, puisqu'on n'est pas si nombreux, ça va être très intéressant. Donc je vous remercie beaucoup et je vous félicite de vous intéresser à ces sujets avant que vos cerveaux ne soient achetés par des multinationales, au moins pour certains d'entre vous. Je vous engage à mettre toute votre énergie à faire connaître ces idées et à les connaître et les comprendre de mieux en mieux. Et je finis par une citation de Michel Serres qui disait « À chaque révolution de l'information, la civilisation bascule et se met en place de manière nouvelle. » Alors, à l'évidence, nous sommes en train de traverser une révolution de l'information, probablement d'une ampleur supérieure à celle de l'invention de l'écriture ou de l'imprimerie. Et pour qu'on garde prise sur notre futur, pour que l'éducation l'emporte sur la catastrophe, selon les mots de H.G. Wells, la civilisation de l'information a besoin de droits, de lois et d'institutions. Elle doit être fondée sur l'intérêt général et la coopération pour ne pas être soumise aux lois du marché et de la prédation. Et un dernier mot, plus poétique, d'un romantique allemand qui s'appelle Hölderlin, qui dit « Là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve ». Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette conférence passionnante. Pour cette deuxième partie de l'événement, nous allons vous proposer de tout simplement poser des questions à l'intervenant. Donc on va passer dans les rangs et vous allez vous manifester et on va vous passer le micro pour que vous puissiez intervenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous le signaler tout de suite. Et pour inaugurer cette série de questions, j'en ai une. Vous avez présenté 2 manières dont les IA sont préoccupantes aujourd'hui. D'un côté, l'échelle à laquelle elles sont mises en place et le fait qu'elles contrôlent notre attention. Avec tout un tas de conflits d'intérêts. Et de l'autre côté, un risque de ne pas réussir à les contrôler parce que il y a des capacités émergentes, des choses qu'on n'arrive pas à prévoir. Vous le disiez, on n'arrive pas à anticiper les progrès qui vont être faits dans le futur. Et donc les experts qui sont inquiets sur les IA, ils tombent souvent dans une de ces 2 catégories, soit d'être inquiets à cause de l'échelle et de la désinformation que les IA permettent, et de l'autre côté, sur le problème, est-ce qu'à un moment on ne va pas tout simplement ne pas réussir à les contrôler? Est-ce que vous pensez que c'est 2 problèmes différents, ou est-ce qu'à votre avis, il y a une manière de les voir de la même manière? Quelle est la bonne manière de réfléchir à ce problème selon vous? Je pense que cette dichotomie est un peu artificielle et qu'elle est en partie liée à la façon dont on s'informe sur le sujet, qui est bien souvent via les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, sur à peu près tous les sujets possibles, nous classent en 2 camps. Et une controverse scientifique naît du néant, souvent. C'est-à-dire que les auteurs qui signent ce type de tribune, ils ne sont pas totalement naïfs, par exemple. Quand ils disent qu'il faut arrêter le développement et le déploiement de modèles puissants, ça ne veut pas du tout dire qu'ils donnent un blanc-seing aux plateformes numériques pour leurs effets sur le chaos informationnel actuel. Ils sont absolument conscients. Ils voudraient également réguler, en tout cas pour la majorité et pour ceux que j'ai lus, davantage les technologies dans le monde actuel. Mais disons que ces 2 choix ne sont pas mutuellement exclusifs. Il faut évidemment faire les 2 à la fois. Et il n'y a absolument rien qui empêche de se préoccuper du présent pour se préoccuper du futur. C'est plutôt l'inverse. Mais peut-être qu'en effet,
pour nuancer mon propos, c'est intéressant de bien prendre conscience et faire comprendre aux autres qu'il n'y a pas besoin que l'IA développe des capacités surhumaines pour être dangereuse. C'est-à-dire qu'une arme dénuée entièrement d'intelligence, comme l'arme atomique, est déjà une menace existentielle pour l'humanité. Donc mettre des jouets très dangereux et très puissants dans la main de l'humanité, c'est déjà quelque chose de très dangereux, sans même du tout aller chercher du côté des propriétés émergentes. Néanmoins, quand on arrive à l'échelle d'IA qui possède ces propriétés émergentes et qui permettent de contourner complètement notre prise sur elle, là, on se doute que c'est game over. Donc, il faut faire les deux, je pense, et c'est l'avis, il me semble, de la majorité en fait, des gens qui s'intéressent à l'éthique de l'IA. Merci beaucoup. Merci. On a une deuxième question, juste ici. Bonsoir. Alors d'abord, merci beaucoup pour la conférence. J'avais une question. Vous avez mentionné donc des dizaines de newsletters et de podcasts que vous écoutez quotidiennement pour suivre l'impact de l'IA sur l'information. Est-ce que vous pourriez en mentionner quelques-unes? Alors, quelques sources. Une de mes sources les plus fécondes, parce que chaque phrase qui est dite est du caviar, je trouve, c'est le Center for Humane Technology, qui a été fondé par Tristan Harris et qui est à l'origine d'une série de podcasts. Il y en a plus d'une centaine aujourd'hui, donc ça vous permet de progresser en anglais si vous n'êtes pas natif anglophone comme moi, et de vous renseigner sur l'essentiel. Et en fait, se renseigner sur l'essentiel, c'est peut-être ce qui est le plus dur, puisque pour ne citer qu'une autre newsletter, par exemple, The Neurone, c'est une newsletter quotidienne qui contient une quinzaine de liens, qui est plutôt technophile d'ailleurs, mais peu importe, et qui, chacun de ces liens vous emporte dans un nouvel univers de connaissances sur la question, et c'est beaucoup trop chronophage. Mais c'est-à-dire que même quelqu'un qui dédie la totalité de son temps à la question se perd là-dedans. Donc il y a un enjeu de synthèse qui est très très important. Et à ce titre, la newsletter que je recommanderais peut-être le plus, c'est Tech Policy Press, j'espère que j'écorche pas le nom, de Marietje Schaake, qui était une députée européenne et qui va d'ailleurs jouer un rôle de présidente dans l'une des commissions sur la consultation des modèles à usage général liés au AI Act, mais peu importe. C'est elle qui est la modératrice, la curator de cette newsletter. Et là, c'est hebdomadaire. Il y a une dizaine de liens, une dizaine d'informations essentielles à avoir lues sur la question. Donc c'est vraiment peut-être celle que je recommande le plus. Et sinon, malgré tout, ne pas faire que lire l'actualité, mais essayer d'avoir une compréhension de fond du phénomène avant de s'intéresser. C'est-à-dire que quand on suit le développement d'une exponentielle, on peut tous les jours être impressionné, mais c'est beaucoup plus utile de faire un pas de côté et de voir que c'est une exponentielle que de regarder les empilements des briques quotidiennes. Donc lire des livres aussi sur la question. Et d'ailleurs, les livres qui ont été écrits pour certains il y a eu plus d'une décennie, alors que la technologie progresse à une vitesse phénoménale, ne sont pas du tout obsolètes dans leur thèse. Par exemple, Superintelligence de Nick Bostrom. Alors là, c'est un peu ardu, je trouve, mais c'est passionnant et ça développe une pensée très, très profonde. Voilà, on pourra bien sûr, je pourrais vous envoyer d'autres choses par mail. Mais... Ok, merci beaucoup. On a une troisième question. Oui, je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur l'économie de l'attention et les réseaux sociaux. Comment est-ce que quelles sont les meilleures manières de favoriser les alternatives à des réseaux qui sont fondés sur l'économie de l'attention? Et par exemple, pour Twitter, on a vu qu'il y a des alternatives comme Mastodon ou Blue Sky qui existent, mais qui peinent à concurrencer Twitter, qui est beaucoup plus puissant économiquement. Et comment faire? Est-ce que faut que les gens payent pour avoir l'information, ou est-ce que c'est possible d'avoir ça gratuitement sur un modèle open source? Et comment on rivalise? Ouais, très bonne question. Alors, je suis ingénieur comme vous, donc je m'adresse à moi-même la critique que je vous fais préventivement. Mais quand on a un cerveau d'ingénieur, ce qui est complètement mon cas, il y a une phrase de Mark Twain qui s'applique très bien, qui est To a man with a hammer, everything looks like a nail. Pour un homme muni d'un marteau, tout ressemble à un clou. Et on a tendance, quand on est ingénieur, ce qui est complètement mon cas, je le dis à nouveau, à avoir un problème technique et à se dire je vais lui trouver une solution technique. Donc on voit une plateforme numérique qui est responsable donc, de cette catastrophe de l'économie de l'attention.
On se dit, il suffit de trouver une alternative à cette plateforme. Et cette alternative va se développer parce qu'elle fait quelque chose de mieux éthiquement. Et comme vous l'avez très justement dit, le problème, c'est que les alternatives à ces réseaux sociaux, pour la plupart, existent, mais ils ne sont pas concurrentiels dans l'économie de l'attention, précisément parce qu'ils ne sont pas conçus pour capter notre attention. C'est-à-dire qu'on ne trouvera jamais une plateforme concurrente et éthique d'un réseau social qui s'imposera naturellement dans la guerre de l'attention. Ce n'est pas sa fonction. C'est-à-dire que dans un jeu où on est sûr de perdre, ça ne sert à rien de jouer au jeu, il faut changer les règles du jeu. Donc il faut changer les règles du jeu qui sont les règles de l'économie de l'attention. Et comment on change ces règles de l'économie de l'attention? En essayant d'agir à l'échelle légale, donc à l'échelle de l'Europe notamment, avec le DSA qui régule les plateformes. On pourrait contraindre le modèle économique actuel des plateformes, bien qu'il génère des revenus équivalents à une fraction au PIB d'un petit État, donc ça risque d'être compliqué. Par exemple, interdire la publicité ciblée, ou si on va moins loin que ça, les obliger à rendre interopérables leurs algorithmes de recommandation de telle sorte que n'importe qui puisse utiliser différents réseaux sociaux, mais utiliser son propre algo de recommandation pour ne pas être une des victimes consentantes de l'économie de l'attention. Et un autre point, pas immédiatement au rapport, mais que je trouve quand même vraiment intéressant de rappeler, c'est que souvent, des adultes qui voient par exemple des jeunes passer des heures sur TikTok, ils se disent mais on ne pourra jamais leur retirer parce qu'ils adorent TikTok. Enfin, vous voyez bien, ils y passent 3 heures par jour, donc c'est qu'ils adorent. Et il y a une équipe de chercheurs à l'université de Chicago qui ont fait une expérience en demandant à des étudiants combien il faudrait les payer tous les mois pour se passer de TikTok. Et là, sans surprise, ou ça dépend, ils répondent il faudrait payer $50 par mois pour que je cesse d'utiliser TikTok. Donc les économistes peuvent se dire ça veut dire que c'est ça la valorisation, la plus-value de TikTok pour l'humanité, c'est $50 par mois fois le nombre d'utilisateurs. Donc vous voyez, ça produit des effets bénéfiques très importants pour l'humanité. Sauf que les chercheurs ont eu l'intelligence de poser une autre question aux étudiants, ils leur ont demandé mais combien il faudrait vous payer pour que vous et tous vos amis vous quittiez TikTok en même temps? Et là, la réponse est complètement différente. Les étudiants non seulement ne demandent pas à être payés, mais ils disent je suis prêt à payer $30 par mois pour me passer de TikTok en même temps que mes amis. Donc c'est-à-dire que si on se pose la question de façon collective, on voit qu'il y a un manque à gagner considérable à rester enfermé dans un modèle. Donc la raison pour laquelle ces étudiants sont sur TikTok aux États-Unis, c'est parce qu'il y a un coût social très important à quitter TikTok quand on est le seul à le faire. Quand on est autour d'une table, 100% du monde sont en train de scroller sur son téléphone, qu'on ait les mêmes références culturelles, qu'on puisse partager des contenus. Mais la réalité est que, démocratiquement, en fait, on pourrait déjà mettre un terme à l'omnipotence de ces plateformes. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une IA qui aurait pour objectif d'apprendre le but de l'humanité finalement pour être en accord avec elle. Ça paraît être une question compliquée. Est-ce que vous pensez qu'on aurait aussi moyen de nous, par d'initiatives sociales, de définir de façon objective, alors que justement on n'arrive jamais à humain à être objectif, d'avoir des IA, si on avait le pouvoir de les paramétrer parfaitement, qui suivent notre voie à nous? C'est une arme, ça devient une arme aussi, non? Enfin, moi, ça me ferait peur que des gens puissent parfaitement contrôler une IA. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est un nouveau biais qui rentre en jeu. Et donc, est-ce que vous connaissez des systèmes sociaux qui pourraient avoir une objectivité parfaite dans l'IA, qu'elle soit bénigne en quelque sorte? Alors, c'est une idée de Stuart Russell, c'est pas moi, donc il faudra lui demander. Et je ne suis pas sûr, d'autre part, de comprendre bien la question, mais pour ce qui est de votre intuition qu'il y a un danger à confier de la puissance à une IA, fût-elle en train de poursuivre un objectif assigné de façon parfaitement démocratique, je souscris complètement à cette opinion. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question telle qu'elle est posée. Ce que je sais, c'est qu'il y a plein d'initiatives qui visent à essayer d'assigner un objectif moralement acceptable par une grande partie de la population des IA. C'est notamment l'exemple bien connu et ressassé des voitures autonomes, où la façon dont on apprend l'éthique aux voitures autonomes, c'est en demandant à un grand nombre de personnes de
résoudre des dilemmes moraux, est-ce qu'on écrase telle personne plutôt que telle autre, et en soumettant un grand nombre de personnes à un grand nombre de dilemmes, la machine finit par inférer ce qu'aurait fait un humain mis face à cette épreuve. Mais c'est un exemple qui est en fait extrêmement restreint, un domaine extrêmement limité, et qu'on n'est pas encore capable d'exporter dans beaucoup d'autres domaines, en notant toutefois qu'il y a un élève de l'école polytechnique, Lê Hoàng Nguyen, que vous connaissez peut-être, qui a créé une association qui s'appelle Tournesol, et qui est très efficace à ce titre, parce qu'elle permet de comprendre comment les utilisateurs d'un réseau social souhaiteraient recommander des vidéos aux autres, plutôt que de se fonder uniquement sur leur consommation compulsive de vidéos. On leur demande, mais qu'est-ce que vous recommanderiez à qui? Et l'algorithme apprend les meilleurs contenus à recommander. Et, je m'en sers assez régulièrement. J'aime bien les vidéos qui sont recommandées par Tournesol. Une nouvelle question. Vous avez mentionné tout à l'heure dans la réponse à une autre question plusieurs propositions de loi qui pourraient être faites à l'échelle. Notamment rendre interopérables les algorithmes de recommandation, passer par la loi pour interdire la publicité ciblée, etc. Alors je trouve ça très intéressant. Est-ce que vous pourriez, parce que c'est souvent quand il y a des conférences comme ça, souvent ils s'intéressent beaucoup à la partie poser le problème, et donc c'est plus désespérant qu'autre chose. Donc avoir des solutions comme ça fait du bien. Est-ce que vous avez quelques autres idées comme ça que vous pourriez citer à la volée, et sinon où est-ce qu'on pourrait trouver une liste de ces propositions? Merci. Alors sur le domaine légal, bien que je ne sois pas juriste, une bonne partie de mon métier actuel chez Reporters sans frontières consiste à essayer d'influencer la loi européenne afin que l'intelligence artificielle soit mieux et plus fortement encadrée dans le domaine informationnel. Pour prendre un exemple du type de difficultés auxquelles on se confronte, donc le règlement sur l'IA, le AI Act, qui est la première législation internationale à réguler l'intelligence artificielle, ces rédacteurs ont défini 8 domaines jugés à haut risque. Ça veut dire que les systèmes d'IA déployés dans ces 8 domaines, qui sont par exemple l'accès à l'emploi ou l'accès à des services publics ou que sais-je, l'accès au crédit bancaire, eh bien, ces systèmes sont par défaut soumis à des exigences élevées. Et pour se rendre compte de la capacité d'influence de ces plateformes sociales qui sont en même temps des développeurs d'IA très puissants pour la plupart, eh bien, elles ont réussi à faire en sorte que parmi les 8 domaines, il n'y ait pas le secteur de l'information. C'est-à-dire que les IA qui contrôlent les flux d'actualité pour 3 milliards de personnes sur Terre ne sont pas jugées à haut risque. Alors, il y a une partie de l'explication qui provient du fait que le règlement sur les services numériques, le DSA, cherche, lui, à réguler le cas des algorithmes de recommandation. Mais néanmoins, par exemple, la technologie des deepfakes, en France, il y a déjà une loi dans le code pénal qui rend possible la condamnation jusqu'à 1 an de prison, il me semble, voire 3 années quand c'est sur les réseaux sociaux, d'une personne qui génère un deepfake. Dans le AI Act, il n'y a rien de tel, il n'y a rien qui permette d'empêcher la diffusion et la création de deepfakes, y compris en incarnant, en usurpant l'identité de quelqu'un. Alors qu'on pourrait dire, mais c'est une chose évidente à demander aux fournisseurs d'IA. C'est finalement un patch extrêmement facile à mettre en place, de dire on ne peut pas prendre des photographies d'une personne réelle sur Internet et entraîner l'IA à générer des deepfakes de cette personne. Enfin, ça viole tous les principes des droits à l'image et puis de l'usurpation d'identité et tout ça. Et puis ça, en plus, avec les problèmes de deepfake pornographiques, c'est carrément catastrophique ce que ça permet de faire. Le AI Act ne permet pas de réguler ça du tout. Donc la façon, nous on nous fait sortir par la porte et on essaie de rentrer par la fenêtre parce que la Commission européenne lance une consultation adressée à la société civile et aux fournisseurs d'IA en leur demandant comment réguler les modèles à usage général, les GPAI, General Purpose AI Model. Et ces modèles à usage général incluraient notamment GPT-4, les plus puissants modèles de langage et les plus puissants générateurs d'images. Et donc là, on essaye de faire en sorte que les GPAI soient très fortement encadrés
pour les menaces qu'ils font peser sur l'accès à l'information. Donc là, c'est un exemple concret de ce qu'on fait. On répond à cette consultation, on participe à des tables rondes dans lesquelles on imagine qu'il va y avoir un grand nombre de représentants de l'industrie et un petit nombre d'ONG ou de représentants des intérêts de la société civile. Donc voilà ce à quoi je donne la majorité de mon temps. Après, d'autres solutions, disons, en dehors du domaine légal et politique. En fait, je dirais que tout ce qui se joue à l'échelle collective, c'est super intéressant. Tant qu'on n'essaie pas juste de faire tout parfaitement dans son coin tout seul, et de développer, je sais pas, l'algorithme parfait, là on est à peu près sûr de se confronter à un échec. Mais si on essaye de faire prendre conscience collectivement de ces phénomènes, au-delà exactement comme ce qu'on fait ici avec ce cycle de conférences, je pense qu'on va exactement dans la bonne direction. Alors moi, à titre personnel, ce que je trouve toujours... ce à quoi il est dur de se confronter, c'est que là, donc je vous parle, vous êtes, je sais pas, une quarantaine. Le moindre post sur un réseau social peut toucher 80 000 personnes, 100 000 personnes, 120 000 personnes. Donc, on est soi-même en train de jouer dans les règles du jeu de l'influence. Et alors, on peut se poser la question. Moi, je suis très content d'être présent avec vous et de discuter avec des gens présents physiquement. Mais la réalité de l'influence, c'est qu'elle se passe beaucoup sur les plateformes mêmes qu'on cherche à réguler. Et par ailleurs, d'ailleurs, elles-mêmes empêchent ces régulations d'arriver parce qu'elles ont un moyen de contrôle sur les flux d'informations. Et c'est pas un cas fictif, mais par exemple, Google promeut dans ses résultats de recherche des résultats qui conduisent le législateur à empêcher les régulations de Google. Donc on voit qu'on arrive à un point où les plateformes pourraient à ce point contrôler l'accès à l'information qu'elles empêchent complètement la population de s'informer correctement sur ces enjeux. D'où l'importance aussi de lire et d'essayer de faire prendre conscience autrement. Mais si vous avez une chaîne YouTube et que vous pouvez parler de ces enjeux ou les creuser davantage, mais c'est évidemment ce qu'il faut faire. Je ne suis pas du tout à dire il faut laver plus blanc que blanc et jamais poster sur les réseaux sociaux. On est quelque part obligé pour accéder, pour faire en sorte que le public accède à ces informations, de passer par les seules grandes plateformes sur lesquelles transite l'information aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on a une dernière question là-haut ou pas? Ok, une dernière question. Bonjour. J'ai une question par rapport à... imaginons qu'on arrive à réguler les entreprises de IA et tout ça. Quelle est l'amplitude de risque que les IA déjà existants open source, j'imagine genre comme Llama de Facebook sont mal utilisés, continuent d'être mal utilisés illégalement? Ouais, le risque est énorme et il est déjà plus à l'état de risque, mais à l'état de danger, de problème avéré dans la société. Le fait que, par exemple, les générateurs d'images aient été patchés pour ne pas pouvoir générer de deepfakes pornographiques et notamment pédopornographiques, cette obligation est peut-être contournée du fait que des modèles comme Stable Diffusion en open source peuvent être utilisés et on peut faire sauter tous les bridages existants du modèle pour générer des images terribles. Donc je pense que c'est évidemment quelque chose qui est important de se rendre compte quand on défend l'open source. Oui, mais on ne défend pas l'open source pour des armes de destruction massive. Et à ce titre, on ne défend pas du tout l'open source pour des modèles qui ont des usages malveillants évidents. Et en effet, une partie du mal est fait. Les modèles comme Llama qui sont dans la nature, ils sont dans la nature et ils pourront toujours être mis à des fins malveillantes et nocives. Donc à nouveau, pour moi, la seule chose à faire, c'est d'appuyer sur le frein avec les deux pieds. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, ces entreprises, de la même façon qu'elles défendent l'éducation aux médias et à l'information, elles se targuent de mettre des modèles en open source pour le bien commun de l'humanité, alors que leur objectif, foncièrement, c'est que les gens développent dans leur langage informatique et créent des fonctions additionnelles qu'elles pourront réintégrer à leurs produits pour avoir le type d'IA qui domine le marché. Merci beaucoup. Si vous n'avez plus de questions dans le public, je vous propose qu'on s'arrête là, d'autant qu'on est presque à l'heure. Je vous demanderai une dernière fois, s'il vous plaît, d'applaudir Monsieur Arthur Grimopon. Merci une fois de plus pour votre prise de parole aujourd'hui avec nous. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents ce soir dans l'amphithéâtre. Je vous rappelle que cette conférence vous a été proposée par l'association étudiante Télétalks de Télécom Paris dans le cadre du cycle Asimov.
Si vous avez apprécié la conférence, on en prépare de nouvelles pour lesquelles on compte sur votre soutien dans les mois qui viennent. Également, on vous fournira un questionnaire de satisfaction pour avoir vos retours sur cette conférence. N'hésitez pas aussi à venir nous les donner dès maintenant en bas. Petit détail technique, s'il vous plaît, on vous demandera de sortir par le PC sécurité qui se trouve tout au fond à droite lorsque vous sortez, parce qu'il est un peu tard, l'école est fermée. Au-delà de ça, encore une fois, n'hésitez pas à prolonger la soirée avec nous pour continuer de discuter. On vous remercie une fois de plus et on vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée.